Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une série de descriptions, celle d'un podcast culinaire qui s'appelle... Smoky, ce shrimp boat. Joli nom. Oui, assez évocateur. Alors, ce qu'on a sous la main, c'est une liste de titres d'épisodes, quelques descriptions assez courtes, et puis les numéros d'épisodes, voilà. D'accord. Et donc l'idée, c'est de voir ce qui se cache derrière ce shrimp boat. Exactement. On va essayer de décortiquer tout ça. Quels sont les thèmes qui reviennent, les plats emblématiques? Est-ce qu'il y a une ligne directrice, une exploration culturelle particulière? Bref, on essaye de vous donner un avant-goût. Compris. Une sorte de cartographie culinaire à partir des indices qu'on a. C'est ça. Bon, alors, si on regarde l'ensemble, franchement, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la variété. Ah oui, Oui, on a l'impression qu'il touche un peu à tout. Des spécialités très locales, genre côte est américaine, mais aussi des trucs qui viennent d'ailleurs, de l'international. Et puis des focus sur un ingrédient, ou même des sujets un peu surprenants. On verra ça. d'accord, intéressant. Ça promet d'être éclectique alors. Carrément. Allez, on y va. Premier point qui me semble vraiment marqué, c'est la cuisine de la région de Washington, D.C., Maryland, Virginie, le fameux DMV. Ah oui, le DMV. Effectivement, ça revient souvent dans les descriptions, j'ai remarqué ça aussi. C'est un peu leur port d'attache, on dirait. Exactement. Et ça commence fort. Dès l'intro, il parle de la Maryland Shake Crab Soup. La soupe de crabe typique du Maryland. Oui, un classique là-bas. Et juste après, épisode S1-E2, on a le DC Softshell Crab Sandwich, le sandwich au crabe à carapace molle de DC. Accompagné de la Maryland Coleslaw. Donc là, on est vraiment en plein cœur du sujet dès le début. Pas de doute sur l'ancrage. C'est clair. Et ça continue, hein. J'ai vu l'épisode S1-E5 sur la mambo sauce de Washington, D.C. À la mambo sauce, j'en ai entendu parler. C'est une sorte de condiment local, c'est ça, un peu sucré-salé, non? C'est ça. Apparemment, c'est culte là-bas. Et l'épisode explore son histoire, son style, typiquement DMV. C'est intéressant, non? Comment un simple condiment peut devenir un symbole régional. Tout à fait. Ça montre l'importance de ces petits détails culinaires dans l'identité d'un lieu. Et lisiblement, ils ne se contentent pas que des grands classiques. Non, justement, ils explorent aussi des trucs plus modernes, des fusions, comme les DMV Steak and Cheese Egg Rolls. Tu vois le truc? Steak and cheese dans un egg roll, donc un rouleau de printemps. Ouais. Une fusion entre le sandwich américain bien connu et le rouleau asiatique. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est intéressant comme mélange. Ça montre comment la cuisine locale évolue, comment elle intègre d'autres influences. C'est assez malin. Carrément. Et puis, j'ai l'impression qu'ils vont chercher des choses hyper pointues, tu vois. Presque des secrets locaux. Comme quoi, par exemple? Bah, l'épisode S1-E18, sur le 9 Layer Smith Island Cake, Ah oui, le gâteau à 9 couches. c'est le dessert officiel de l'État du Maryland, ça, non? Il vient d'une toute petite île dans la baie de Chesapeake. C'est exactement ça. Et attends, ce n'est pas tout. Ils ont même un épisode, le S1E23, sur des 9-layer Smith Island biscuits. Des biscuits à 9 couches. Alors là, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça montre qu'ils creusent, hein. Ils vont vraiment dans le détail de la tradition locale. Oui, c'est clair. On sent un vrai travail de recherche sur cette région de la Chesapeake. D'ailleurs, la baie elle-même revient souvent. Oui, t'as vu l'épisode S1E34, Chesapeake Eggs Benedict, A Coastal Culinary Deep Dive. Oui. Et le S1E36 aussi sur les Maryland's Crispy Crab Fritters, les beignets de crabe. Et il précise bien, avec du crabe bleu du Maryland et l'assaisonnement Old Bay. Ah bah oui, l'Old Bay, impossible de passer à côté dans le Maryland. C'est l'épice iconique pour les fruits de mer là-bas. C'est ça. On sent vraiment cet attachement au terroir, quoi. C'est très présent. Oui, et parfois ça va même au-delà de la simple recette. J'ai noté l'épisode S1E35. Ah oui, celui avec les champignons farcis au crabe. Et le Maryland Stuffed Ham, le jambon farci du Maryland. Exactement. Et la description de cet épisode sur le jambon farci, elle est assez parlante, je trouve. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle liste les ingrédients locaux, bien sûr. Crabe, Old Bay, jambon de campagne, choucaille, blette. Mais surtout, elle dit que ce plat témoigne de l'ingéniosité historique et du passé colonial du Maryland. Ah oui, carrément. Oui, c'est présenté comme une part chérie de la culture culinaire de l'État. Donc là, on n'est plus juste dans la bouffe, on est dans l'histoire, dans l'identité. C'est fou comme un plat peut raconter autant de choses. C'est ça. Et la Virginie n'est pas oubliée non plus, hein. Plutôt côté sucré d'ailleurs.
Oui, l'épisode S133. avec la Virginia Peanut Pie. La tarte cacahuète, oui. La cacahuète, c'est un peu l'emblème de l'État de Virginie. Et il y a aussi le Blackberry Cobbler dans le même épisode, le dessert au mur, typique du Sud. Et les deux sont présentés comme des recipes from home, des recettes de chez nous, en quelque sorte. On y reviendra peut-être à cette notion. Bonne idée. Donc ouais, ce premier pilier, cet ancrage régional DMV, il est vraiment très très fort. C'est la base de leur exploration, on dirait. Absolument. Une vraie volonté de documenter, de partager ce patrimoine culinaire spécifique. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il ne reste pas coincé là. Le podcast semble aussi regarder ailleurs. Beaucoup ailleurs même. Ah oui, ça c'est le deuxième grand thème qui ressort clairement. C'est cette ouverture sur le monde. Exactement. On voit plusieurs épisodes qui montrent une curiosité qui va bien au-delà du DMV. Tout à fait. Par exemple, il y a un épisode bonus, le S1E8, qui explore des recettes afro-latino et halal. Afro, latino et halal, d'accord. Et un autre bonus, le S120, qui va encore plus loin. Il propose des recettes inspirées halal et kosher. Ah ouais, halal et kosher. Comment ils font ça? La description dit que ce sont des recettes qui se classent dans les deux. Donc, j'imagine qu'elles respectent les préceptes des deux traditions ou qu'elles trouvent un terrain d'entente. C'est une démarche assez originale, je trouve. C'est clair. Ça sort des sentiers battus. Explorer les points communs ou les adaptations possibles entre différentes traditions alimentaires. Et c'est pas juste de la cuisine, là. Non, ça touche au culturel, au religieux même. C'est assez profond comme approche. Et il y a d'autres exemples de cette ouverture? Oui, on a des clins d'œil à la cuisine mexicaine-américaine, une soupe d'inspiration mexicaine-américaine dans l'épisode S1E19, Mhm. et un dessert au chocolat, style mexicain-américain aussi, dans l'épisode S1.6. D'accord. Et puis des plats un peu plus spécifiques, comme le passion chicken. Passion chicken, ça vient d'où ça? Bonne question, la description ne le précise pas. Mais le nom suggère une autre origine internationale, peut-être asiatique, indienne, difficile à dire. Ok. Et j'ai vu aussi la poutine. Ah oui, bonus S1E13, avec mention explicite du Canada bien sûr, le plat québécois par excellence. Ça voyage. Hein. Et j'ai noté aussi un truc qui m'a intrigué. Fried mantou and condensed milk. Oui, bonus S1E15. Le mantou, c'est le petit pain vapeur chinois, c'est ça? Exactement. Et là, ils le font frire et le servent avec du lait concentré sucré. Ça, c'est clairement une touche asiatique. Très dessert de street food un peu. Tout à fait. Et de manière plus générale, il y a même un épisode bonus, le S1E3, qui propose des salades rapides avec une touche internationale. Quick Starter Salads with an International Spin. D'accord. Donc, même si le cœur est clairement dans le DMV, l'appétit, lui, il est mondial. C'est exactement ça. Il semble vouloir montrer toute une palette de saveurs, d'influences diverses. Ok, donc on a l'ancrage régional fort, l'ouverture internationale, mais il y a un troisième truc qui m'a marqué. C'est leur tendance à faire des zooms très précis. Ah oui? Sur quoi, par exemple? Sur des ingrédients ou des plats spécifiques. Parfois des trucs hyper simples, mais ils en font tout un plat, si j'ose dire. Ah ouais. Vas-y, donne un exemple. L'exemple le plus fou pour moi, ce sont les deux épisodes. Deux épisodes. S1E29 et S1E30. Sur le sandwich, beurre de cacahuète, confiture. Le PB&J. 2 épisodes sur le peanut butter and jelly sandwich. Sérieux? Oui, et il liste 5 variations différentes. 5. Attends, quoi? 5 versions du PB&J? Raconte. Alors, accroche-toi. Version 1. Beurre de cacahuète, banane, confiture de fraises, sur pain au blé miel. Classique, ça passe. Sur pain complet. Figues et miel. Original, mais pourquoi pas? Version 3. Beurre de cacahuète, bacon et gelée de raisin sur pain blanc grillé. Pardon. Beurre de cacahuète et bacon, avec de la gelée de raisin. Ben ouais, faut oser, non? Ouais, faut aimer, surtout. C'est audacieux, on va dire. Carrément. Ensuite, version 4. Beurre de cacahuète, guimauve fluff. Tu sais, la pâte de guimauve. Oui, le marshmallow fluff. Voilà. Avec confiture de framboise sur de la brioche. Ah, ça c'est gourmand. Très américain, ça. Et la dernière, beurre de cacahuète, tranche de pomme et marmelade d'orange sur du pain au raisin et à la cannelle. Pommes et oranges, intéressant. Franchement, c'est une vraie déconstruction d'un truc hyper basique, mais qu'est-ce que ça raconte au fond? Ben, je sais pas, peut-être une ode à la comfort food?
Ou alors montrer qu'on peut être créatif même avec 3 fois rien. Ou juste explorer les associations de goût, même les plus folles. Peut-être un peu tout ça. Et ils s'arrêtent aux combinaisons ou ils vont plus loin? Justement, la description mentionne aussi qu'il parle de faire soi-même les confitures, les conserves, les gelées, les marmelades. Fraises, figues, raisins, framboises, oranges. Ah d'accord. Donc il y a aussi un côté technique, un retour au fait maison. C'est pas juste l'assemblage. Exactement. Et ce côté fait maison, on le retrouve ailleurs. Ah oui, Oui, dans des épisodes bonus. Un sur les condiments pour fruits de mer maison S1 et 11, un autre sur les combinaisons d'assaisonnement pour fruits de mer maison S1 10. d'accord. Donc maîtriser ses propres saveurs, ne pas dépendre des produits industriels. Voilà. Et il y a même un épisode bonus S1 26 juste sur les épices et herbes d'assaisonnement. Ça montre un intérêt pour le détail, pour la maîtrise des bases, quoi. Oui, et pour l'autonomie en cuisine peut-être. Partager des techniques. Sans doute. Et puis, tu as des focus sur des ingrédients vraiment particuliers. J'ai vu passer The Century Egg, l'œuf de 100 ans. Ah oui, bonus S128. Ça, c'est un ingrédient qui ne laisse pas indifférent. Très typique de certaines cuisines asiatiques. Oui, ces œufs conservés hyper longtemps qui deviennent noirs et gélatineux. Faut connaître. C'est clair. C'est un choix fort de dédier un épisode à ça. Et dans un autre registre, il y a aussi les snow eggs. Les œufs à la neige, S131 bonus. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ça? C'est assez classique, non? Justement, ce qui est fou, c'est le lien qu'ils font. La description connecte directement ce dessert à James Hemmings. James Hemmings, le chef de Thomas Jefferson. Exactement. Formé en France, il a travaillé à Monticello. Et l'épisode parle de ce mélange entre la technique française classique, des œufs à la neige, et des saveurs américaines, comme le sirop d'érable. Ah, c'est génial ça. Un simple dessert qui devient une porte d'entrée vers l'histoire culinaire américaine, les influences croisées. C'est ça. Ça donne une profondeur inattendue à une recette qu'on croit connaître. C'est vrai. Bon, à côté de ça, il y a des trucs plus classiques, on va dire. Un épisode sur le pain maison, Honey with Bread, S132, Oui, le pain au blé et au miel. ou sur le funnel cake, Bolus S116. Le gâteau en entonnoir frit. Oui, très fête foraine américaine. C'est ça. Et puis, des combinaisons de saveurs parfois un peu bizarres, non? J'ai vu apple, cheese and chocolate. Pommes, fromage et chocolat. Faut goûter. Bonus S19. Et un autre axe, rhum, maraschino cherries and bacon. Encore du bacon. Bonus S104. Décidément, ils aiment le bacon. Rhume, cerise confite et bacon. C'est un cocktail ou un plat, ça? Aucune idée. Et puis des trucs plus sages. Des idées repas équilibrés, genre salmon and sweet potato mash ou chicken and spinach quinoa. Bonus S117. Oui, saumon, purée de patates douces, poulet, quinoa aux épinards. Plus classique. Et bien sûr, logique vu le nom du podcast, un épisode sur les shrimp starters. Bonus S107. Les entrées aux crevettes. Évidemment. Il fallait bien qu'il y ait des crevettes quelque part. Donc voilà pour ce troisième axe. Le focus sur le spécifique, le détail, le fait maison, l'histoire cachée derrière un plat. C'est assez riche aussi. Tout à fait. Donc régional, international, spécifique. Il reste quoi alors? Il reste une dernière catégorie, des sujets qui sortent un peu du cadre de la recette pure et dure, des trucs un peu inespérés. Ah! C'est-à-dire? Par exemple, il y a 2 épisodes qui parlent d'argent. D'argent? Comment ça? Oui, S1122, The Most Expensive Beer, la bière la plus chère, et S1E21, The Most Expensive Desserts, les desserts les plus chers. Ah, d'accord. On quitte la cuisine pour parler économie, marché du luxe alimentaire. Intéressant comme angle. Oui, ça élargit le propos. Et puis alors, il y a un épisode bonus avec un titre, comment dire, Vas-y, lâche le morceau. Scandalous Treatise Ingenities. S1E25. Pardon? Scandaleux? Treatise? Ingenitis? C'est quoi ce mot? J'en sais rien. La source dit juste que c'est inspiré par un autre podcast qui s'appelle Sex, Scandalize and Shenanigans Podcast. Ah d'accord. Et le lien avec la cuisine? Ben, pas évident d'après la description. C'est un mystère. Est-ce que ça parle de scandales dans le monde de la restauration, d'histoires croustillantes liées à des chefs ou des produits? Ou c'est juste un délire, un épisode complètement hors série? Difficile à dire sans l'écouter, c'est sûr. Mais ça montre une certaine liberté de ton, une volonté d'expérimenter, peut-être. Oui, c'est ça. Et enfin, dernier exemple de ces sujets un peu décalés, l'épisode S1E37, Washington DC's Edible Landscape, From Wild Blossoms to Sophisticated Sips. Le paysage comestible de Washington, D.C.
des fleurs sauvages aux boissons sophistiquées. Voilà. Là, on dirait qu'ils adoptent une perspective plus large, non? Environnementale, peut-être? Urbaine? Oui, ça semble aborder l'environnement alimentaire de la ville dans son ensemble, les ressources locales, les plantes sauvages, mais aussi peut-être les artisans, les bars. Ça va de la cueillette au cocktail branché, si on lit entre les lignes. C'est ça. Ça ouvre encore le champ. De la micro-recette de PBJ à la vision globale du système alimentaire d'une ville. C'est une sacrée ambition pour un podcast culinaire quand même. Carrément. Bon, alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient de The Shrimp Boat à partir de ces descriptions? J'ai l'impression qu'on a un podcast qui navigue, c'est le cas de le dire, entre plusieurs eaux. D'un côté, une immersion très profonde, très documentée dans la cuisine régionale du DMV. C'est la base, solide. Oui, l'encre. Voilà. D'un autre côté, des explorations régulières vers l'international, une vraie curiosité pour les saveurs d'ailleurs, et puis ces plongées très spécifiques, techniques ou historiques sur des plats, des ingrédients, parfois très humbles comme le PB&J, parfois chargés d'histoire comme les Snow Eggs de Heming. Et n'oublions pas ces quelques échappées vers des thèmes plus larges, l'économie, l'environnement, ou même le scandaleux, quoi que ça veut dire. Exactement, donc un mélange assez éclectique, assez riche. Ce qui me frappe aussi, c'est ce tag Recipes from Home qu'on a vu sur plusieurs épisodes, S1.33, S1.35, S1.36. Oui, les recettes de chez nous. Ça suggère une importance accordée à la tradition, au réconfort, à la cuisine familiale, peut-être à l'accessibilité. Et en même temps, on a cette exploration très pointue de l'histoire, James Hemings, le Maryland colonial, des techniques, faire ses condiments, le gâteau à 9 couches, les variations du PB&J, et de la créativité, les fusions comme les egg rolls, les associations de saveurs un peu folles. Il y a une sorte de tension ou d'équilibre entre ces différentes approches. C'est vrai. C'est un peu comme s'il disait « voilà les bases, solides, le réconfort, mais voilà aussi comment on peut jouer avec, comment on peut creuser, comment on peut s'ouvrir. » Ça pourrait plaire à des gens qui cherchent à la fois des repères et des surprises, non? Oui, des connaissances approfondies et des moments « ah tiens, j'aurais pas pensé à ça ». Des « aha » moments, comme disent les Américains. Et les compilations mentionnées, assez longues, épisodes 1-12 et 13-25, suggèrent qu'il y a pas mal de matière, une production assez dense. Tout à fait. Donc ce combo, ancrage local fort, curiosité mondiale, précision technique et historique, et ouverture thématique, ça dessine le portrait d'un podcast culinaire qui ne se contente pas de donner des recettes. Non, clairement pas. Il semble vouloir raconter des histoires, explorer des cultures, transmettre des savoir-faire, et même, peut-être, faire réfléchir un peu à travers ce qu'on mange. Bon, ben voilà, je pense qu'on a une image assez claire maintenant, non? De ce que ce shrimp boat a dans ses filets, en se basant juste sur les descriptions qu'on avait? Oui, tout à fait. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion. En voyant comment ils mettent sur le même plan des traditions hyper locales comme la mambo sauce ou le gâteau de Smith Island, et puis des influences venues de partout, des techniques anciennes et des créations modernes, des plats de tous les jours et des trucs plus rares ou historiques, ça m'amène à me demander, est-ce que cette exploration d'une telle diversité régionale, internationale, historique, fusion, nous pousse pas à voir la nourriture différemment, moins comme un ensemble de traditions figées et plus comme un langage en fait, un langage vivant qui évolue tout le temps. Un langage qui nous parle de qui on est. Oui, de qui on est, d'où on vient, mais aussi de où on va, individuellement et collectivement. Comment notre assiette reflète notre histoire, nos rencontres, notre créativité. C'est peut-être ça finalement le voyage que propose The Shrimp Boat, une réflexion sur l'identité culinaire aujourd'hui. C'est une très belle question pour terminer notre exploration. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à toi, c'était passionnant de décortiquer tout ça. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources.